some sad news tonight in the world of music. Singer Natalie Cole, who joined her legendary father in that unusual and unforgettable collaboration, has died. Natalie Cole, la fille du célèbre chanteur et acteur Nat King Cole, s'est fait un prénom en devenant elle-même une légende de la chanson. Natalie Cole était une superstar. J'adorais sa façon d'interpréter la musique et les paroles d'une chanson. Grâce à sa voix veloutée aux intonations de jazz, elle a vendu plus de 30 millions d'albums à travers le monde. C'est sans doute une des plus grandes artistes au panthéon de la musique du XXe siècle. Au cours d'une carrière de près d'un demi-siècle, elle a remporté d'innombrables récompenses, dont 9 Grammy Awards. On tombait forcément amoureux d'elle au premier regard. Natalie a connu la gloire, mais elle a aussi vécu des heures sombres qui ont menacé sa carrière. C'était au plus fort de la bataille entre sa vraie personnalité et ses démons. Elle a mené un long combat contre la maladie. Le 31 décembre 2015, Natalie Cole s'est éteinte près de son fils Robbie dans un hôpital de Los Angeles. Elle avait 65 ans. Je vois que 3 mois avant sa mort, Natalie donnait encore des concerts dans de très grandes salles à travers le monde. Et elle avait déjà de nombreuses dates prévues dans tous les États-Unis. Alors que s'est-il passé dans le corps de cette femme qui s'apprêtait à faire une immense tournée des États-Unis, mais qui est morte en seulement quelques mois? Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de renommée internationale. Il dirige l'unité de médecine légale de l'une des plus grandes villes des États-Unis. En 20 ans de carrière, il a pratiqué plus de 4000 autopsies, travaillant aux côtés des forces de l'ordre pour permettre d'élucider les circonstances de mort suspectes. J'ai passé en revue le dossier médical de Natalie, ainsi que toutes les informations post-mortem accessibles au public. Ils nous fournissent des indices sur la façon dont elle a vécu et me permettront, je l'espère, de découvrir les causes du décès prématuré de cette voix de légende. 29 août 2015, 21h30, à East Hampton, sur l'île de Long Island. 4 mois avant sa mort. À East Hampton, la salle est comble, prête à entendre la star. Natalie a 65 ans. Elle est la tête d'affiche d'une soirée au bénéfice de la lutte contre le cancer. Malgré une fortune personnelle de 5 millions de dollars, elle a un besoin viscéral de monter sur scène. Mais ce soir, elle fait attendre son public. Des témoins rapportent que quand elle est enfin apparue sur scène, elle semblait confuse et désorientée. Et pour une fois, sa performance manquait de sa légendaire énergie. D'après les témoins, Natalie était très maigre. Ce soir-là, elle était frêle et visiblement affaiblie. Je dois d'abord me demander ce qu'elle a fait juste avant ce spectacle. Je vois qu'elle rentrait tout juste d'une tournée en Asie du Sud-Est. Les Occidentaux attrapent souvent la tourista quand ils vont en Asie. Elle peut être causée par une bactérie, un parasite ou un virus. Les symptômes sont les suivants: maux de ventre, vomissements et fièvre. Cela pourrait expliquer sa maigreur. D'autres éléments prouvent que Natalie était malade à son retour d'Asie. Ces images ont été tournées à l'aéroport international de Los Angeles 10 jours seulement avant le concert de bienfaisance dans les Hamptons. Elle venait d'arriver de Manille, dernière date de sa tournée d'1 semaine. À l'approche de l'homme qui filme, la manager de Natalie met la fatigue apparente de la star sur le compte d'un voyage très long. Natalie est épuisée par le voyage, bien sûr, et le jet lag pourrait expliquer son air hébété. Mais sa faiblesse physique est préoccupante. Elle pourrait être atteinte de malaria ou de dengue, 2 affections très graves. Mais j'ai parcouru son dossier médical et il ne fait état d'aucune maladie tropicale. Donc on ne sait pas vraiment ce qui lui arrive.
Natalie Cole est née à Los Angeles le 6 février 1950. Elle est la fille de la choriste Maria Hawkins et du chanteur légendaire Nat King Cole. Elle a grandi à Hancock Park, un quartier huppé de Los Angeles. Natalie décrit volontiers sa famille, la première famille afro-américaine à emménager dans ce quartier, comme les Kennedy noirs. Bien qu'ayant grandi dans un milieu privilégié, Natalie découvrira que porter le nom de son père ne comporte pas que des avantages. C'était dur pour elle. Elle voulait être Natalie Cole, pas la fille de Nat King Cole. Nat King Cole est considéré comme l'un des plus grands crooners. Des millions de personnes à travers le monde connaissent sa voix. Mais il est mort d'un cancer des poumons quand Natalie n'avait que 15 ans. Ce fut une terrible épreuve, amplifiée par les relations difficiles entre Natalie et sa mère. La jeune fille entame des études de médecine, mais finalement ne résiste pas à l'appel de la scène. À l'université, contre l'avis de sa mère, elle commence à chanter dans les clubs et les bars de la région. Mais à son grand regret, on l'appelle encore trop souvent la fille de Nat King Cole. Natalie décide alors de s'éloigner du style musical de son père. Elle a eu une réaction très naturelle, faire quelque chose de vraiment différent. Et donc elle a commencé en faisant du R&B, de la pop, des trucs un peu rock, du gospel. En gros, tout sauf du jazz. En 1975, elle enregistre son premier single, This Will Be. Il lui rapportera 2 Grammy Awards, dont celui du meilleur espoir. Elle avait cette voix si spéciale, vraiment unique. Le timbre, le son, la diction. Et puis elle était vraiment puissante, parce qu'elle pouvait chanter très fort, mais elle avait aussi une voix douce et subtile. Elle a vendu plus de 30 millions d'albums à travers le monde. En 1978, elle est devenue la première chanteuse à recevoir 2 années de suite un disque de platine. Elle était tout simplement la meilleure à ce moment-là. Elle était resplendissante. Mais c'est en s'éloignant de la musique pop et du R&B pour se rapprocher du jazz dans les années 90, avec son album Unforgettable with Love, qu'elle a confirmé son statut de star. Son sublime duo avec son père disparu sur la chanson-titre se vend à 7 millions d'exemplaires, rien qu'aux États-Unis, et lui rapporte le Grammy Award du meilleur disque. Quand elle a enregistré le duo avec son père, j'ai pensé que la boucle était bouclée. On sentait ce qu'il lui avait transmis. On l'entendait dans la voix de sa fille. « 29 août 2015, 22h. East Hampton, île de Long Island. 4 mois avant sa mort. Natalie vient de terminer un court set de 5 chansons. Un vieil ami, le journaliste Roger Friedman, la retrouve en coulisses. Il s'inquiète de son état de santé et lui conseille de voir un médecin. Natalie accepte. Je cite les mots de Natalie, rapportés par le journaliste. « Mon système immunitaire ne fonctionne pas bien du tout. » Elle ajoute qu'elle a du mal à manger. Mais certains éléments montrent que ses problèmes de santé datent d'avant sa tournée en Asie, comme l'évoque son ami Peabo Bryson, avec qui elle a fréquemment collaboré. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était en août 2015. Elle avait l'air malade. Après le concert, on a discuté un moment. Elle m'a dit « C'est pas que je mange mal, c'est que je ne garde rien. » Les symptômes de Natalie laissent penser qu'elle souffrait peut-être de gastrite chronique. C'est une inflammation des parois de l'estomac qui cause douleur et perte de poids. Elle peut être déclenchée par une baisse des défenses immunitaires, mais un régime et un traitement adapté permettent généralement le rétablissement du malade. D'ailleurs, je vois dans le dossier de Natalie qu'un événement passé pourrait expliquer son état. Octobre 2015, Centre médical Cedars-Sinai, Los Angeles. 3 mois avant sa mort.
Nathalie arrive à l'hôpital, son état de santé s'est dégradé. Elle a dû annuler une série de spectacles à venir, dont un grand concert au Disney Hall à Los Angeles pour le Nouvel An. Les médecins lui ont fait passer des tests pour comprendre la détérioration de son état général. Et grâce à son dossier médical, je peux déterminer une cause possible à ses problèmes de santé. Ses antécédents de toxicomanie. Nathalie a commencé à prendre de la drogue en 4e année à l'université du Massachusetts en 1972. Loin du milieu feutré de Hancock Park où elle a grandi, Nathalie découvre le Black Power et le Flower Power. Nathalie a grandi dans un milieu très privilégié, dans un quartier essentiellement blanc. En allant à l'université, elle a découvert que pour les autres Afro-Américains, la vie était loin d'être aussi facile. Tout ce qu'elle considérait comme allant de soi, c'est-à-dire qui elle était, ce qu'elle avait, ce en quoi elle croyait, tout cela était remis en question. Et c'est ce qui va la mener sur un chemin très dangereux. Quand David Nathan fait sa connaissance à New York à l'été 1975, Nathalie est complètement accro. J'ai vite compris qu'elle prenait autre chose que du cannabis. De la cocaïne, sans doute. À la fin des années 70, Peabo Bryson enregistre un album en duo avec Nathalie. Lui aussi s'aperçoit très vite qu'elle prend de la cocaïne. Pendant une session d'enregistrement, quand quelqu'un sort toutes les 20 minutes et revient tout joyeux, eh bien, pas la peine d'avoir fait de longues études pour comprendre ce qui se passe. Nathalie a reconnu consommer de la cocaïne qu'elle sniffait ou inhalait, ce qu'on appelle le freebase. Elle en consommait tant qu'on l'avait surnommée The Base Queen. Le freebase consiste à séparer la molécule base de la cocaïne de ses formes salifiées afin de pouvoir l'inhaler. La dense vapeur blanche est aspirée par les poumons et pénètre instantanément dans le sang, procurant au consommateur une sensation d'euphorie plus intense. La consommation prolongée de cocaïne peut provoquer une maladie du cœur, appelée cardiomyopathie. Les parois musculaires des chambres cardiaques deviennent plus épaisses, plus lâches ou plus raides, et cela modifie la capacité du cœur à distribuer le sang dans le corps. Cette affection peut entraîner des évanouissements, des AVC et des crises cardiaques. Nathalie enchaîne les succès avec des hits comme Mr. Melody, mais quand elle croise le journaliste David Nathan dans un club à Los Angeles en 1978, elle commence à payer le prix de sa consommation de cocaïne. Après le concert, on est allé à l'étage dans une petite salle. Je discutais avec tout le monde, et là j'ai vu cette femme se diriger vers moi. Je l'ai regardée, mais je ne la remettais pas. Elle était maigre comme un clou et complètement défoncée, ça se voyait. Et puis, elle sentait vraiment très mauvais. Dans la pièce, tout le monde cherchait à l'éviter. J'ai fini par mieux la regarder et c'était Natalie Cole. Je n'en revenais pas. Ses amis ne pouvaient que spéculer sur les causes de son addiction. Je crois qu'elle a souffert avant tout, et peut-être plus que n'importe qui, d'un grand manque de confiance en elle. Le syndrome de l'imposteur est très présent chez de nombreuses célébrités. Et peut-être que dans son cas, il faut y ajouter le fait qu'on lui a répété pendant des années qu'elle devait son succès au fait d'être la fille de son père. D'après ses amis, c'est en 1982 que Nathalie a touché le fond. Quand je l'ai vue, j'ai été très impressionné par son délabrement physique et, disons, par les ravages causés par les substances qu'elle prenait à cette époque. Je n'avais pas l'habitude de la voir si maigre. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle voulait qu'on l'aide. Je crois que c'était un appel à l'aide. En 1984, Nathalie a suivi une cure de désintoxication. Quelques années plus tard, elle se souvient du moment exact où sa vie a changé. I was a very angry, messed up, troubled soul. And then something happened. I went from hating to be there to being afraid to leave, which is exactly where you're supposed to be. Nathalie montrait des symptômes typiques d'un usage prolongé de cocaïne, parmi lesquels une importante perte de poids. Mais d'après son dossier, rien ne prouve que Nathalie est replongée après 1984.
Elle était clean depuis des dizaines d'années et visiblement, elle menait une vie saine. Donc il est très peu probable que les atteintes sur le long terme d'organes tels que le cœur ou les poumons soient le résultat direct de sa consommation de cocaïne. Les causes de sa mort restent encore un mystère. Novembre 2015, Centre médical Cedars-Sinai, Los Angeles. Environ 2 mois avant sa mort. L'état de santé de Nathalie est encore préoccupant. Cela fait maintenant près d'1 mois qu'elle est à l'hôpital. D'après l'entourage de Nathalie, on lui avait posé un stent au cours de son hospitalisation. C'est une petite intervention chirurgicale qui consiste à placer un stent ou treillis métallique pour traiter une artère fragile ou rétrécie. Donc je cherche des indices pour m'aider à comprendre pourquoi elle a subi cette intervention et pourquoi elle a fait un si long séjour à l'hôpital. En m'intéressant aux antécédents de Nathalie, je remarque qu'en 2008, on lui a diagnostiqué une maladie potentiellement mortelle. Février 2008, Los Angeles. Nathalie est en studio. Elle enregistre des titres de son nouvel album, Still Unforgettable. Elle y revisite avec élégance les grands classiques du répertoire américain, ce qui lui rapportera un autre Grammy Award. En plein milieu d'un morceau, son téléphone sonne. Son assistante prend l'appel et interrompt l'enregistrement. C'est le médecin de Nathalie. Hello? Yeah. What? Huh? 2 ans plus tard, Nathalie a révélé les raisons de cet appel. He said, I'm a little concerned about some numbers I'm seeing here. I want you to go see a nephrologist, which is a kidney guy. Go to see him, and he says, I want you to go see a liver guy. Quelques semaines plus tard, Nathalie consulte le docteur Graham Wolf, un spécialiste du foie qui lui communique les résultats de ses analyses. Ses 2 amis proches, Benita Hill Johnston et Tamara Engelstein, étaient à ses côtés. Le diagnostic posé par le docteur Wolf a été un véritable coup de tonnerre. En février 2008, on lui annonce qu'elle est porteuse de l'hépatite C. L'hépatite C est une maladie infectieuse transmise par le sang qui affecte principalement le foie. Le virus peut être transmis par transfusion sanguine ou lors d'un tatouage ou du partage d'aiguilles. Donc, je dois découvrir quand et comment elle a contracté ce virus. Nathalie a dû revenir sur les heures les plus sombres de sa vie. I was dating this guy who was a heroin addict, and I didn't know it. Until one day, he was hanging out with a bunch of guys, and they were all sticking needles in their arms. And rather than common sense, rather than, you know, turning around and saying, oh, I don't want any part of it, I like, ooh, what's that? Ooh, I want to see too. And that day was the first time I had snorted heroin, and eventually became addicted within about 6 months. 1975, Harlem, New York. Nathalie est dans un des nombreux squats de drogués du quartier. Au début, elle sniffait la drogue, mais très vite, elle est passée aux injections. Elle a fait plusieurs overdoses. Elle a même frôlé la mort une fois, et ne doit la vie qu'à l'intervention d'un autre consommateur qui, voyant qu'elle faisait une overdose, lui a injecté une solution saline. Mais Nathalie mettait régulièrement sa vie en danger. À une époque où l'on connaissait encore mal les risques de contamination sanguine, elle partageait ses seringues avec d'autres toxicomanes. Il est évident que Nathalie a contracté le virus dans les années 1970 quand elle s'injectait de l'héroïne. Mais l'hépatite C peut rester en sommeil pendant des décennies.
Elle a vécu avec ce virus sans le savoir pendant plus de 20 ans avant de recevoir le traitement adéquat. Souvent, les symptômes apparaissent quand le foie est déjà atteint. I was great health. I was a workout crazy person for the last 10 years probably. I had no symptoms. Avant de prendre un traitement contre le virus, Nathalie courait le risque de développer une cirrhose. C'est ce qui arrive quand des tissus nécrosés remplacent les tissus sains, les empêchant ainsi de fonctionner normalement. C'est un processus irréversible qui peut être mortel. Quand elle a appris qu'elle vivait avec ce virus depuis près de 30 ans, Nathalie s'est empressée de demander à son médecin si quelque chose pouvait être fait. What's the treatment for this? And he goes, probably some chemo, some interferon. I'm saying, well, what would happen if I didn't do it? Yeah. You know, because it's been 25 years. You know, and he said, well, eventually you'll just start getting really, really sick and da-da-da. And it wasn't a very pleasant diagnosis. So that was February. In May, I actually started the treatment. En général, le traitement prévoit une injection par semaine. Et il peut durer jusqu'à 48 semaines. L'interféron est une protéine naturellement produite par le corps humain. Elle est relâchée en plus grande quantité quand le corps se défend d'un virus. Pour des raisons que l'on ignore encore, un virus logé dans le foie devient souvent invisible pour le système immunitaire. Ce traitement, une forme de chimiothérapie, fournit de l'interféron supplémentaire au corps pour l'aider à distinguer les cellules infectées par le virus des cellules saines, afin de cibler les cellules infectées et de ne détruire qu'elles. C'est ce surplus d'interféron qui cause des symptômes tels que la fièvre, les douleurs musculaires et une intense fatigue. C'est ce qu'on appelle l'effet antiviral. Nathalie ne connaissait que trop bien les effets secondaires de l'interféron. Son frère Kelly avait reçu ce traitement avant de mourir du sida en 1995. Mais au printemps 2008, le foie de Nathalie était dans un état de dégradation avancé. Elle n'avait plus le choix et a donc entamé une chimiothérapie. Février 2008, Blue Note Jazz Club, Tokyo, Japon. Nathalie est dans sa loge, elle se prépare pour son show. La chimio a un effet dévastateur sur elle. Nathalie en reparlera plus tard. I went to Japan against my family's wishes while in the midst of doing these injections. I was on chemo. I lost about 25 pounds. I was in a wheelchair. I was sick every single day for about 7 months. And I can tell you, it was quite an experience to try to get through 14 shows from my wheelchair. I managed to do 10. C'était éreintant. Elle faisait 2 concerts par jour. Tout ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est manger, dormir, essayer de se lever et tenter de relancer la machine. Ça vous épuise. Déterminée à assurer ses concerts, Nathalie doit se résoudre à entrer sur scène en fauteuil roulant. La chimiothérapie est un traitement éprouvant, mais ses chances de réussite sont bonnes. Et d'après son dossier médical, l'état du foie de Nathalie ne semble pas être en lien direct avec sa mort. Cependant, je ne peux que constater que l'interféron utilisé pour contrer le virus a porté un nouveau coup terrible à son corps. Novembre 2015. Centre médical Cedars-Sinai, Los Angeles. Environ 2 mois avant sa mort. Les médecins examinent les radios de Nathalie. Elle montre une congestion de fluide corporel, en particulier dans les poumons. La pression engendrée est douloureuse. Le docteur Hunter pense avoir découvert l'origine du problème. Les documents montrent que Nathalie souffrait de hyalinose segmentaire et focale, aussi appelée HSF. C'est une maladie chronique des reins. Les glomérules, de petits filtres qui se trouvent dans les reins, se nécrosent et ne sont plus capables de nettoyer le sang. C'est visiblement son traitement à l'interféron qui a endommagé les reins de Nathalie. Elle a dû se soumettre à des dialyses afin de rester en vie.
Subir une dialyse implique de rester branché via un cathéter dans la poitrine à une machine qui nettoie le sang et le réinjecte dans le corps. Une séance prend en général plus de 3 heures et doit être effectuée 3 fois par semaine. Ce traitement de choc épuise Nathalie, comme a pu le constater David Nathan quand Nathalie s'est rendue à Londres en 2009. Ma sœur l'accompagnait chaque jour et restait auprès d'elle pendant la dialyse. Elle était vraiment mal en point, je veux dire, physiquement mal en point. Mais elle savait aussi que ces dialyses étaient indispensables si elle voulait survivre. Je vois que quelques années plus tard, Nathalie a reçu une double greffe des reins. Elle a alors pu se passer des éprouvantes séances de dialyse. Cependant, une double greffe des reins n'est pas sans risque. La plupart des complications adviennent dans les mois suivant l'intervention. Mais d'après ce qu'a rapporté un témoin oculaire, au cours des mois qui ont suivi l'intervention, Nathalie semblait être en bonne santé. Ensuite, j'ai revu Nathalie à Los Angeles, après sa greffe des reins. Elle se sentait mieux, beaucoup mieux. Elle avait l'impression qu'elle était en train de guérir et que tout allait très bien. Le taux de réussite d'une greffe de rein est très élevé. L'espérance de vie moyenne de cet organe est de 12 ans. Vu l'évolution de la greffe, il semble impossible que ces nouveaux reins l'aient lâché. Quoi qu'il en soit, Nathalie devra prendre des immunosuppresseurs pour le restant de sa vie. Ces médicaments immunosuppresseurs sont indispensables, en cela qu'ils empêchent la production d'anticorps qui attaquent le nouvel organe. Mais le revers de la médaille, c'est que ces anticorps combattent aussi les infections. Alors, ces années de prise d'immunosuppresseurs ont-elles eu un prix à payer pour Nathalie? Ou est-ce que son système immunitaire affaibli a succombé à une infection que son corps n'était plus en état de combattre? Décembre 2015. Centre médical Cedars-Sinai, Los Angeles. Environ 3 mois avant sa mort. Nathalie est hospitalisée pour des troubles respiratoires graves, mais d'après ses amis, cela faisait plus d'1 an qu'elle souffrait de problèmes de ce genre. C'était l'été 2014, au North Sea Jazz Festival en Hollande. Je me souviens de son extrême maigreur, que j'ai remarqué dès que je suis entrée dans la loge. Elle avait l'air très malade. J'étais sous le choc. J'ai senti les larmes monter aux yeux. Et j'ai tout fait pour qu'elle ne s'en aperçoive pas. La mauvaise santé de Nathalie ne l'empêche pas de monter sur scène. Mais chanter est une véritable épreuve. Sa voix n'était pas si mal ce soir-là, mais ce n'était pas la Nathalie que je connaissais. Et entre les chansons, elle allait en coulisses prendre un petit peu d'oxygène. J'ai compris à quel point c'était dur pour elle. Nathalie avait connu des difficultés respiratoires plus d'1 an avant sa mort. Les patients qui ont reçu une greffe des reins peuvent être sujets à des essoufflements, souvent suite à une infection. Mais ici, je vois un indice qui devrait me permettre de mieux comprendre pourquoi elle était sous oxygène. 10 février 1981, Hôtel Hilton à Las Vegas. Un incendie s'est déclaré au 8e étage de l'hôtel. Mais les employés ont demandé à Nathalie de rester dans sa suite au 12e étage. À 20h45, on demande à Nathalie d'évacuer immédiatement le bâtiment. Les clients pris au piège tentent désespérément d'attirer l'attention des secours, tandis que le feu se propage dans l'hôtel. Mais quand Nathalie et son garde du corps, Nate Bowman, tentent de s'échapper, ils sont forcés de faire demi-tour à cause de l'épaisse fumée toxique. Ils sont contraints d'attendre les secours dans leur chambre enfumée.
Enfin, les pompiers arrivent et les mettent à l'abri. 8 personnes sont mortes dans cette tragédie, tandis que 200 autres étaient blessées, principalement pour avoir inhalé de la fumée. Inhaler de la fumée peut causer des dommages corporels par simple asphyxie, c'est-à-dire par manque d'oxygène. La fumée contient 2 agents potentiellement dangereux, l'oxyde de carbone et de très fines particules. Ces particules fines peuvent s'infiltrer profondément dans les voies respiratoires et atteindre les poumons. Leur inhalation cause une irritation respiratoire et l'essoufflement. Les médecins qui l'ont examiné à l'époque ont jugé que tout allait bien, et on imagine qu'ils ont vérifié l'état de ses poumons. Mais il est possible que des atteintes aux poumons soient passées inaperçues. 25 décembre 2015, centre médical Cedars-Sinai. 6 jours avant sa mort. Nathalie souffre encore de graves difficultés respiratoires et elle a dû rester à l'hôpital sous observation. Malgré son état, elle est autorisée à passer Noël, son moment préféré de l'année, entourée des siens. D'après les membres de sa famille, elle leur dit à tous combien elle les aime. Mais quelques jours seulement avant le Nouvel An, l'état de santé de Nathalie s'aggrave brusquement. Le certificat de décès mentionne un choc septique cardiogénique. Le mot septique indique qu'elle avait probablement contracté une infection durant son séjour à l'hôpital, ce qui lui a causé un choc. Le cœur de Nathalie avait soudainement cessé de pomper du sang, ce qui peut être attribué à un problème de circulation associé à une incapacité du cœur à remplir son office de pompe, faisant chuter dangereusement la pression sanguine. Nathalie fait un arrêt cardiaque. L'équipe médicale parvient à relancer le cœur de Nathalie, mais il est en bien mauvais état. « 31 décembre 2015. À 21h26, le cœur de Nathalie s'arrête une nouvelle fois. Sa mort est annoncée officiellement le lendemain. Some sad news tonight in the world of music. Singer Natalie Cole, who joined her legendary father in that unusual and unforgettable collaboration, has died. J'étais sous le choc, parce que Nathalie elle-même semblait pleine d'espoir. Peut-être croyait-elle qu'elle s'en remettrait et que tout allait s'arranger. Je ne pouvais pas le croire, je répétais « Comment ça, Natalie Cole est morte ?» C'était parfaitement inattendu. Ça a été très dur. Je n'arrive toujours pas à réaliser que je ne la reverrai plus. Pour le docteur Hunter, ça ne fait aucun doute. Sa greffe de rein a joué un rôle dans la mort de Nathalie. La prise d'immunosuppresseurs pour ses reins l'exposait aux infections. Mais en regardant de plus près le dossier médical complexe de Nathalie, je crois que la vraie raison de son décès est à rechercher ailleurs. Le soir du décès de la chanteuse de 65 ans, elle était censée donner une représentation au Disney Hall de Los Angeles. Le docteur Hunter pense avoir à présent tous les éléments pour comprendre les raisons de sa brutale disparition. Je vois qu'en 2010, un an après la greffe de rein qui lui a sauvé la vie, on lui a diagnostiqué une hypertension pulmonaire. C'est une maladie pulmonaire rare touchant les artères pulmonaires. Ces dernières véhiculent le sang du cœur au poumon, où il se charge en oxygène. Dans le cas d'hypertension, ces petites artères se resserrent, diminuant l'afflux sanguin, ce qui met le cœur à rude épreuve. Le corps ne reçoit pas l'oxygène dont il a besoin, ce qui cause fatigue et essoufflement. Tout ceci explique les symptômes de Nathalie. On ne sait pas guérir l'hypertension pulmonaire, et l'espérance de vie d'un patient atteint est de 5 ans.
Cela dit, avec un traitement adapté et une chirurgie, on peut allonger de 7 ans l'espérance de vie du malade. Nathalie avait bien réagi au traitement pendant plusieurs années. Mais outre les médicaments et la chirurgie, il est aussi fortement recommandé de prendre du repos. Et Nathalie, en vrai bourreau de travail, s'en accordait très peu. À l'automne 2014, Nathalie s'est rendue à New York pour enregistrer une chanson sur l'album autoproduit de Terry Lyne Carrington. Et quand elle est arrivée au studio pour enregistrer Calm Sunday, elle était vraiment très malade. Elle n'allait pas bien du tout et ça se voyait. Elle était frêle, elle avait du mal à respirer. Honnêtement, je ne savais pas si j'allais pouvoir enregistrer la chanson, si elle pourrait chanter. Mais allez savoir pourquoi. Un miracle sans doute. Une demi-heure plus tard, elle était comme revenue à la vie. Sa voix était à nouveau en grande forme et le résultat est magnifique. 3 mois avant sa mort, elle était encore en tournée en Extrême-Orient. Elle est allée en Malaisie et aux Philippines. C'était peut-être un peu trop, vu son état. Sur ces images tournées par un fan lors du concert de Nathalie aux Philippines, on voit clairement qu'elle a besoin d'aide pour entrer sur scène. Quand vous êtes déjà affaibli et que vous demandez trop à votre corps, vous pouvez précipiter votre disparition. Elle a dû rester assise durant tout le concert. Quand elle est rentrée de tournée le lendemain, son état de santé s'était encore dégradé. Mais elle a encore trouvé la force de chanter pour une œuvre de bienfaisance. Quand on est artiste, on reste artiste quoi qu'il arrive. Ce n'est pas vraiment un choix. Et j'ai l'impression qu'elle a été prise là-dedans et que c'est pour ça qu'elle continuait à travailler. Pourtant, le Dr Hunter n'est pas sûr que ce rythme de travail éreintant soit vraiment lié à sa mort. Tant qu'elle se sentait physiquement capable, il n'y avait aucune raison pour qu'elle cesse de monter sur scène. Elle a montré une force et une énergie incroyables à chacun de ses concerts. Monter sur scène et chanter, c'était, je crois, une source de joie et d'énergie pour Nathalie. Je pense qu'elle voyait plutôt ça, non pas comme une façon de perdre de l'énergie, mais plutôt d'en gagner, à travers ses fans, à travers son art. Et je crois également que c'était pour elle une façon de prendre sa vie en main, de rester positive et de se battre. Mais les faits sont là. L'hypertension pulmonaire est une maladie progressive. Et au bout d'un moment, même les gestes du quotidien, comme la marche, deviennent impossibles. Le Dr Hunter pense avoir enfin rassemblé tous les indices lui permettant d'expliquer ce qui est arrivé à Nathalie le soir de sa mort. L'obstruction de ses artères pulmonaires a fini par provoquer un arrêt cardiaque. Le ventricule droit n'arrivait pas à pomper un volume de sang suffisant vers les poumons. Et les fluides se sont accumulés autour de ses organes vitaux. Quand l'infection a déclenché un dernier choc, son cœur s'est arrêté rapidement et elle a fait un arrêt cardio-respiratoire. Le cœur a cessé d'alimenter en sang ses organes vitaux. Tout au long de ses différents combats contre la maladie, Nathalie a poursuivi sa passion avec force et courage. Elle se produisait dans le monde entier. Comme elle l'a dit de nombreuses fois, elle avait de la chance d'être en vie. C'est un cas extrêmement complexe et à la lecture du dossier médical de Nathalie, on voit qu'elle a traversé des épreuves incroyables. On est frappé par l'effet domino des problèmes de santé qui s'enchaînent. Nathalie a radicalement changé de vie dans les années 1980, après avoir été dépendante à plusieurs drogues. C'est admirable et ça demande un grand courage. Mais au cours des 3 années où elle s'est injectée de l'héroïne, elle a contracté l'hépatite C.
Plus tard, ce virus a provoqué chez elle une hyalinose segmentaire et focale et la détérioration des reins, ce qui a nécessité une double greffe, qui a elle-même mené à la prise quotidienne d'immunosuppresseurs. Ça l'a rendue vulnérable à une infection qui a précipité la dégradation de son état. Quoi qu'il en soit, c'est l'hypertension pulmonaire, une maladie progressive rare qui a finalement causé sa mort. C'était une battante. Elle a bataillé jusqu'au bout. Et même lors de sa dernière hospitalisation, elle s'est battue jusqu'au bout. Fans et amis endeuillés se sont retrouvés pour dire adieu à Nathalie à la West Angeles Church of God in Christ, une église évangélique pentecôtiste. Le service a été ponctué par de touchants hommages rendus par ses amis célèbres dont Stevie Wonder et Smokey Robinson. Quand certaines personnes montent sur scène, il suffit de les regarder pour savoir que vous êtes en présence d'une star. Nathalie était comme ça. Sur scène, elle était dans son élément et elle faisait ce qu'elle voulait. Ce que je trouve formidable, c'est l'héritage musical que Nathalie nous a laissé et qui va littéralement du R&B à la pop. Je crois que ce qu'il faut en retenir, c'est que Natalie Cole a transcendé les genres. Elle a survécu à tous ces démons. Elle les a affrontés et cela a fait d'elle une survivante et une gagnante.